Je voudrais ensuite illustrer deux aspects liés au risque de changement éventuellement rapide. On a un certain nombre d'œuvres de fiction, par exemple un film d'Hollywood qui s'appelle Le jour d'après, qui suggère qu'on pourrait avoir des changements climatiques très brutaux liés à des réorganisations de la circulation océanique. Donc ce sont des œuvres de fiction. Cela étant, il est possible d'évaluer quel peut être le changement de la circulation de l'océan Atlantique Nord dans ce climat qui change. C'est représenté en sphère drop, donc c'est une unité de mesure du débit des eaux de mer en fonction du temps entre les années 2000 et 2300. Dans le scénario bas, les modèles de climat simulent une légère inflexion du tapis roulant océanique qui perdrait environ 10% de son intensité et qui récupérerait dans les siècles suivants. Dans le scénario 8.5, le scénario élevé, on aurait un ralentissement de quasiment 30% de ce tapis roulant océanique qui resterait affaibli pendant plusieurs siècles. C'est une des raisons pour lesquelles, dans les simulations d'évolution future de température, on a un moindre réchauffement dans l'Atlantique du Nord et à l'inverse, un réchauffement qui est plus marqué, par exemple, dans l'Atlantique tropical. Donc ces changements de circulation océanique ne jouent qu'en redistribution du surplus de chaleur de l'équateur vers le pôle. Par contre, ils peuvent avoir des conséquences importantes dans la capacité de l'océan à stocker du CO2 et dans les écosystèmes marins, et ils font partie de la manière dont le climat va réagir par rapport à ces perturbations. Et un dernier point qui a été abordé dans ce rapport tient aux méthodes de géo-ingénierie. Compte tenu de l'augmentation des rejets de gaz à effet de serre et compte tenu des blocages dans les négociations internationales sur le climat, on se dirige pour le moment vers un réchauffement climatique important, plus de 2 degrés d'ici à 2100. Donc certains suggèrent, en particulier certains groupes industriels, explorent la possibilité de manipuler délibérément le climat en agissant sur les propriétés de réflexion des sols, en stockant artificiellement du dioxyde de carbone, ou par exemple en agissant sur la quantité d'énergie solaire qui arrive à la surface de la Terre. Cette figure illustre les risques associés à cette dernière méthode. Donc, il serait possible artificiellement de produire des particules de sulfate, de les distribuer dans l'atmosphère et donc de jouer par un effet parasol sur le climat planétaire. En jouant sur ce facteur-là, il serait possible de compenser une partie du réchauffement des températures de surface. Pas parfaitement, parce que l'ensoleillement ou les gaz à effet de serre ne jouent pas de la même manière entre la nuit et le jour, entre les continents et les océans, et entre les saisons. Mais il serait possible de masquer une partie de l'effet des gaz à effet de serre sur le climat, en termes de température. Par contre, on aurait des conséquences très différentes sur le cycle hydrologique. J'ai montré tout à l'heure une accentuation du cycle hydrologique dans un climat avec davantage de gaz à effet de serre. Si on injecte des particules dans la haute atmosphère, on a plutôt un effet asséchant. On aurait tendance à fortement diminuer les précipitations et en particulier les précipitations de mousson. Le point le plus important, il me semble, est le suivant. Les gaz à effet de serre ont une longue durée de vie dans l'atmosphère. Donc même si vous masquez leurs effets en injectant des particules, ils continuent à s'accumuler. Et imaginons que, pour une raison X, on arrête d'injecter des particules dans la haute atmosphère. Celles-ci ont une durée de vie très courte, 1 à 2 ans. Donc si on arrête de les émettre, rapidement, l'atmosphère s'en débarrasse. Et le climat va s'ajuster aux gaz à effet de serre qui ont continué à s'accumuler. Donc la différence entre les courbes en gris, gaz à effet de serre seul, et les courbes en rouge, où on imagine de mettre pendant 50 ans des particules de sulfate et ensuite d'arrêter de les injecter, c'est qu'on aurait le même changement de climat, en termes de température, en termes de cycle de l'eau, sauf qu'au lieu de se produire en 70 ans, ici, il se produirait en 10 à 15 ans. Donc ce type de méthode peut masquer une partie de l'impact des gaz à effet de serre, mais oblige à poursuivre cette méthode indéfiniment, au risque d'avoir un changement de climat extrêmement abrupt en une quinzaine d'années si on arrêtait. Et je pense que ça fait partie également des aspects à explorer de manière plus approfondie avant de tenter de déployer ce type de technologie, bien sûr, parce que pour le moment, on a bien vu, l'évolution future du climat, elle dépend essentiellement du cumul des émissions de dioxyde de carbone au cours du temps.
Donc j'ai fait un bref panorama sur l'état des connaissances vis-à-vis de l'évolution future du climat. Sur le site climatechange2013.org, vous pouvez trouver donc les différents éléments en anglais et en particulier le fond scientifique détaillé qui correspond aux différents chapitres qui sous-tendent ces points clés que j'ai résumés ici. Alors en l'état des connaissances, on a un temps de réponse qui est important par rapport au cycle du carbone, par rapport au réchauffement des océans, par rapport à la fonte des glaces. Donc beaucoup d'aspects de la réponse du climat à l'impact des activités humaines n'est pas réversible et il ne l'est pas sur des périodes de temps longues, plusieurs décennies à plusieurs millénaires en fait. Je vais également le dire d'une autre manière. À l'inverse, la trajectoire du climat sur ce siècle dépend des activités humaines et selon le scénario d'émissions de gaz à effet de serre, on peut avoir un changement climatique à peu près au rythme actuel et qui se stabilise d'ici à 2100 ou un changement climatique beaucoup plus important. Et dans tous les cas, il y a un double défi qui est celui de l'adaptation à un climat qui va inéluctablement changer. Et le deuxième défi, c'est celui de l'atténuation, c'est-à-dire d'essayer de maîtriser cette expérience grandeur nature. Alors, pour évaluer donc, la capacité d'adaptation, cela fait partie spécifiquement du mandat du groupe 2 du GIEC, qui travaille justement sur les impacts socio-économiques, les impacts du changement climatique sur les écosystèmes et la construction de stratégies d'adaptation. Donc, ce rapport sera rendu public au printemps 2014. Par ailleurs, en France, on a construit un plan d'adaptation au changement climatique qui prend en compte l'état des connaissances disponibles pour construire une réflexion collective sur la manière de limiter les conséquences les plus négatives d'un climat qui change dans les différents secteurs d'activité, en particulier par exemple pour l'aménagement du territoire par rapport au risque de montée du niveau des mers. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a des responsabilités historiques différentes dans l'impact des activités humaines sur le climat. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, une responsabilité dominante des pays développés, en particulier États-Unis, Canada, Europe ou Australie, Japon. Depuis quelques années, on a une responsabilité partagée avec les grandes économies émergentes. En particulier, on a un poids qui est devenu déterminant de la Chine dans les rejets mondiaux de gaz à effet de serre. Et à côté de ça, on a des pays qui cherchent leur développement, qui n'ont pas été historiquement responsables et qui vont avoir à faire face à un double défi, qui est celui de l'adaptation à un climat qui change avec une agriculture traditionnelle, donc plus vulnérable, et en même temps trouver une voie de développement qui contribue le moins possible à ce changement climatique. Et donc, il y a vraiment là le défi des transferts de technologies rapidement vers, en particulier l'Afrique, pour éviter d'alimenter la croissance économique de l'Afrique uniquement par l'énergie la moins chère, qui reste encore souvent celle à partir de charbon. Donc on a une inflexion, par exemple, dans les politiques de soutien au développement du Royaume-Uni ou de la France, qui consiste à justement maintenant favoriser des projets qui reposent sur des énergies renouvelables et des projets qui soient plus durables, indépendants du prix des énergies fossiles et avec des moindres impacts environnementaux. Pour l'Afrique, il y a une difficulté par rapport à l'évolution du climat qui est qu'il n'y a pas une communauté scientifique qui est encore très forte. Donc il y a des connaissances à construire autour de la variabilité du climat en Afrique, autour d'outils spécifiques de modélisation. En France, par exemple, on a eu un projet international qui s'appelait AMA, qui portait sur la mousson de l'Afrique de l'Ouest, avec un certain nombre de scientifiques des pays riverains, qui visait à justement mieux prévoir à l'échelle météorologique, à l'échelle saisonnière, et en termes d'évolution future du climat, le devenir de la mousson de l'Afrique de l'Ouest. Un des points particulièrement critiques également tient à l'impact du changement climatique sur la productivité agricole. Et donc les travaux des agronomes suggèrent qu'un certain nombre de céréales produites en Afrique pourraient voir une chute des rendements dans l'état actuel des méthodes de production si on a un réchauffement global qui dépasse les 2 degrés. Donc, parmi donc, les
les impacts les plus négatifs possibles d'un climat qui change, on a évidemment cette question de la capacité de production agricole, en particulier pour des pays où on a une augmentation de la démographie et donc des besoins plus importants, qui seront plus importants au cours de ce siècle.